Alors bonjour à tous. Effectivement, on va parler de la luxation des fibulaires dans le tennis. Alors, la luxation des fibulaires, c'est une pathologie qui est rare. Ça représente à peu près moins de 1% des traumatismes de la cheville. C'est présent dans le tennis sans pour autant être une technopathie spécifique de la pratique du tennis. Ça fait partie de la traumatologie de la cheville courante qu'on peut retrouver dans le tennis et s'inclure dans ce cadre-là. Souvent, c'est une pathologie qui va être sous-diagnostiquée à la phase initiale et on va le voir, l'importance du diagnostic initial reste relativement la règle pour un traitement optimal. Alors sur le plan anatomique, il faut partir du concept de contenu contenant du compartiment latéral. Le contenu va être constitué par les tendons fibulaires, le long fibulaire et le court fibulaire. Et il y a une variation anatomique relativement fréquente, puisque ça peut aller jusqu'à 20% dans la littérature, avec des tendons surnuméraires ou des tendons bifides, des courts fibulaires accessoires. Et donc ça va augmenter le contenu de ce compartiment latéral. Le contenant, ça va être un tunnel ostéofibreux qui va être délimité en avant par cette gouttière rétromalléolaire latérale qui va être plus ou moins concave. On va le voir pour les enjeux du traitement par la suite. En dedans, le faisceau postérieur du ligament collatéral latéral. Et ce qui va nous intéresser, c'est le rétinaculum supérieur que vous voyez ici schématisé, qui va être un renfort et un stabilisateur principal de ces tendons fibulaires. Alors l'épidémiologie, le plus souvent, c'est une origine traumatique. Dans plus de 95% des cas, il y a de rares cas de luxation congénitale par défaut anatomique, parfois des agénésies du rétinaculum ou une hyperlaxité constitutionnelle. Et c'est relativement rare pour en parler ici. Le plus souvent, il s'agit d'une population jeune sportive autour de 20 à 30 ans, avec une prédominance masculine. Le sport à risque, entre guillemets, dans son mécanisme lésionnel, reste malgré tout le ski, et tous les sports à impact et à changement d'appui peuvent être incriminés dans cette pathologie. Le mécanisme lésionnel, et c'est là l'importance de cette pathologie pour la déceler, c'est une contraction réflexe et brutale des tendons fibulaires dans une position du pied en dorsiflexion et en éversion. On n'est pas dans le cadre d'un varus équin forcé parce que très souvent on conclut à un diagnostic d'entorse bénigne, banale, et quand on cherche à l'interrogatoire précisément le mécanisme lésionnel, c'est ce qui permet de rétablir le diagnostic et de faire le diagnostic en aigu. Donc le concept d'asymétrie contenu-contenant, vous l'avez compris, on va augmenter le volume du contenu soit par un tendon surnuméraire, soit par une tendinopathie, soit par des corps musculaires qui vont être bas situés. Et on a parfois une anomalie du contenant qui est une malléole latérale qui va avoir une face postérieure plate ou convexe et qui va favoriser cette luxation des tendons fibulaires. Et il a été décrit des associations lésionnelles, notamment dans les entorses latérales et dans certaines fractures du calcanéum qui sont à rechercher de principe. Eckert et Davis ont proposé une classification qui nous intéresse essentiellement sur la reconstruction chirurgicale, avec notamment le type 1 qui correspond à une désinsertion du rétinaculum et une préservation d'une arête fibrocartilagineuse. C'est comme un ménisque au niveau de la face latérale de la malléole externe. Le type 2, il y a une désinsertion de ce ménisque. Et le type 3, c'est une désinsertion qui va emporter un fragment osseux. Le type 4 a été rajouté par la suite par Oden et présente un intérêt essentiellement dans les luxations associées aux entorses avec une désinsertion postérieure du rétinaculum. Deux formes vont se présenter. La forme aiguë, qui devrait être la plus fréquente, mais qui finalement l'est moins, avec un interrogatoire qui doit être très précis, surtout sur le mécanisme lésionnel, on l'a vu. On ne doit pas s'arrêter au mécanisme d'entorse bénigne. Et la douleur est rétromalléolaire. Elle est très localisée en arrière de la malléole externe. Lorsqu'elle n'est pas associée à une entorse latérale, il faut rechercher une sémiologie qui est un peu différente de celle d'une entorse bénigne. On peut parfois reproduire la luxation, mais à la phase aiguë, elle est des fois douloureuse et donc on a du mal à reproduire le phénomène exact de la luxation. Dans ces formes chroniques, qui est la plus fréquente en pratique quotidienne, avec à l'interrogatoire, on retrouve une sensation d'instabilité de l'arrière-pied, des sensations de ressaut. Les patients décrivent des phénomènes de luxation, de claquement sur le bord postérolatéral de la cheville, avec à l'examen
des douleurs ou une sensibilité, des crépitements, et surtout on peut reproduire, et le patient parfois peut reproduire lui-même, l'instabilité défibulaire par le test de Sobel, et dans de rares cas on se retrouve face à une luxation invétérée avec les tendons fibulaires qui sont en avant. Alors, je vous avais mis des vidéos, mais... Le bilan paraclinique n'est pas indispensable lorsque le diagnostic en aigu est évident et qu'on a réussi à reproduire cette luxation. Toutefois, on peut réaliser des radiographies standards qui vont permettre notamment dans le type 3 de repérer un signe pathognomonique qui est un arrachement osseux en coup d'ongle sur le bord latéral de la malléole. L'échographie reste l'examen de référence par son côté dynamique avec des échographes qui seront entraînés et qui vont reproduire les manœuvres pour solliciter les tendons fibulaires. On va reproduire et objectiver le diagnostic et repérer éventuellement les tendons surnuméraires, les anomalies anatomiques ou les facteurs favorisants. L'IRM trouve sa place essentiellement dans les formes chroniques avec une étude notamment d'une tendinopathie qui serait associée au niveau des fibulaires du fait de la compensation de la souffrance tendineuse. On va retrouver un décollement de la poche rétinaculaire associé à une étude anatomique de la malléole et de sa forme, tout en sachant que le scanner, pour l'étude de la morphologie précise de la malléole, reste le plus intéressant dans ces cas-là. Le traitement fonctionnel, dans la littérature, c'est 100% de récidive, donc je pense qu'on peut le mettre de côté. Le traitement orthopédique consiste en une botte sans appui pendant les 6 semaines avec un petit tampon qui serait positionné à la face postérolatérale de la malléole pour aller réduire les tendons fibulaires. Ça a été beaucoup décrit dans les années 90 avec des publications qui montrent toutefois près de 50% de récidive à court terme et on peut considérer que ce traitement pour des sportifs et des tennisman n'est pas indiqué et on arrive donc à la chirurgie qui restera le traitement de choix avec des principes fondamentaux qui seront d'évaluer le contenu de la gaine pour en traiter les causes favorisantes, évaluer la face postérieure de la malléole latérale, traiter les lésions associées et réduire et stabiliser les tendons fibulaires. 3 types de traitements, sachant que le principal et le plus commun et le plus courant utilisé par l'ensemble des chirurgiens est la réfection anatomique du rétinaculum. Je dirais peu importe la fixation, il y a plusieurs techniques qui sont décrites et il faut simplement retrouver une continence au niveau de cette poche rétinaculaire postérieure. On peut y associer des plasties de renforcement qui sont plus ou moins complexes. Certains ont proposé des gestes uniquement osseux avec des creusements de gouttières, éventuellement des butées osseuses ou des transpositions des tendons fibulaires qui restent complexes. Retenez que la réfection anatomique du rétinaculum reste la première chose à réaliser en y associant le traitement des lésions associées. Et donc, les types 1 et types 2 et 3 au stade aigu consistent en une réfection du rétinaculum dans notre pratique. Les types 2 et 3 au stade chronique, réfection du rétinaculum avec souvent une plastie associée qu'on fera volontiers au périoste pour augmenter, pour apporter de la matière, parce que dans ces formes chroniques, on a parfois des tissus qui sont assez lâches. Voici des exemples de techniques opératoires. Vous voyez ici la gaine qui est totalement décollée avec ce ménisque que l'on voit bien. On prépare nos points transosseux et on réalise une retente du rétinaculum avec un recollement de la face latérale. Donc en conclusion, si on doit retenir une seule chose, c'est y penser, vous avez déjà gagné, parce qu'une fois que vous y avez pensé, que vous l'avez recherché, vous le ferez le diagnostic. C'est assez évident en termes cliniques. Sur la prise en charge, chez des sportifs, chez les tennisman, on s'oriente quand même le plus souvent vers un traitement chirurgical de stabilisation. Et la nécessité d'un diagnostic précoce permet d'obtenir un résultat effectif sur la reprise du sport à partir du 6e mois post-opératoire. Il n'y a pas de consensus sur la technique chirurgicale et dans notre expérience que l'on a publiée récemment, la retente isolée du rétinaculum associée au traitement des facteurs favorisants permet d'obtenir de bons résultats sur la reprise du sport et sur les résultats échographiques de stabilisation. Je vous remercie.